débutons cette page des actualités nationales par ceci, les délais de la discorde, publicité le 24 mars dernier par plus de 54% des Sénégalais ayant voté. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dispose de la faculté de dissoudre l'Assemblée nationale près de 2 années de législature afin de solliciter les électeurs une majorité confortable pour bien mener sa politique. Aujourd'hui, la volonté des nouvelles autorités est d'aller vers une dissolution de l'Assemblée nationale comme à chaque changement de régime où le pouvoir en place ne dispose pas d'une majorité absolue au Parlement. Le président Bassirou Diomaye Faye aurait souhaité gouverner avec une Assemblée nationale qui lui est favorable et pour obtenir cela, la dissolution de l'Assemblée nationale avant la fin du mandat de la 14e législature est inévitable. Dissoudre, oui, mais quand? La dissolution est de plus en plus agitée, mais la question du délai divise les acteurs. Autosuffisance et souveraineté alimentaire dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique d'autosuffisance et de souveraineté alimentaire de l'État du Sénégal, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a rencontré mardi le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité ASP, Seydina Oumar Touré, pour discuter d'un partenariat entre les deux structures. Cette collaboration sera matérialisée par la création d'une brigade de sécurité alimentaire et le renforcement de la lutte contre le fléau du vol de bétail. La sécurité de proximité ne peut être uniquement appréhendée en termes de sécurité politique, elle est aussi économique, environnementale et sociétale. Selon le directeur général de l'agence, Seydina Touré, l'important maillage territorial de l'agence dans la sécurisation et le contrôle des activités sylvopastorales en exécution de l'ambition programme des autres autorités commande sa nécessaire implication. Monsieur Touré a invité tout le monde à travailler ensemble pour une sécurité à visage humain auprès de toutes et de tous. Crise dans le secteur de la presse, l'avenir immédiat des médias semble compromis. La situation très difficile que vit le secteur est marquée par une pression multiforme sur les entreprises de presse, environnement économique morose et pression fiscale. Cela a fait réagir la coordination des associations de presse qui a sorti un communiqué hier pour demander l'ouverture de discussions et concertations après la suspension de parution des quotidiens Stade et Sunoulamb, suivi du licenciement de 20 journalistes et techniciens. La CAP constate également que le quotidien Vox Pop n'a pas paru hier et l'annonce que d'autres publications risquent de suivre cette vague désastreuse. La CAP est très préoccupée par la situation. Cela se traduit malheureusement par la fermeture d'entreprises de presse. Frontière sénégalo-gambienne, depuis plus de 3 jours, les transporteurs sénégalais conduisant près d'une cinquantaine de camions subissent un blocage sur le long de la frontière sénégalo-gambienne, Sénoba et Caraïbes. Un bras de fer nous oppose avec les autorités gambiennes qui nous font subir leurs lois, à savoir même un dictat, ce que nous ne pouvons pas accepter. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire un arrêt de travail, explique à la faille, porte-parole des chauffeurs camionneurs sénégalais. Les Gambiens nous ont dit qu'ils vont désormais procéder à des balises avec nos camions. Ils nous réclament pour cela la somme de 16 000 francs CFA et nous devons passer encore à la douane à l'entrée comme à la sortie pour payer encore. Ces montants doivent être payés par tous les camions sénégalais en provenance de Dakar ou des régions sud du pays. Le pire, leurs agents nous retrouvent sur les lieux et ils nous demandent de payer par la force, faute de quoi nous ne traverserons pas la frontière. Au début, les Gambiens nous encaissaient 24 000 francs CFA avant de nous faire subir toutes sortes de tracasseries et nous invitons les autorités sénégalaises à réagir avant que le pire n'arrive. Chambre criminelle écrouée depuis 2021, Baba Dramé a finalement fait face hier au juge de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Ce maçon âgé de 26 ans est accusé de pédophilie sur mineur âgé de 9 ans. Si les magistrats de la chambre criminelle de Dakar suivent le réquisitoire au parquet, Baba Dramé risque gros. Selon
les éléments de la procédure, c'est Aïssa Tounjaï, tante de la mineure, qui a constaté que celle-ci avait des anomalies sur son appareil génital. Quand elle l'a interrogée, la gamine lui a fait savoir que Baba Dramé avait l'habitude de frotter son sexe contre le sien. Auditionnée à l'enquête en présence de sa mère, la mineure déclare qu'en janvier 2021, elle était venue dans la chambre de l'accusé pour boire de l'eau. C'est là qu'il l'a vue avant de l'inviter à la rejoindre dans le lit. Face au refus catégorique de la fille, il l'a tirée et jetée au lit avant de la déshabiller pour exercer des attouchements sexuels sur elle. Elle soutenait que l'accusé lui a fait cela à plusieurs reprises, ce que Baba Dramé a toujours contesté. Face au magistrat hier, il a réitéré ses dénégations. Ce Bissau-Guinéen établi au Sénégal dit ne rien comprendre. À l'en croire, un jour après le crépuscule, la fille et sa tante sont venues le voir. C'est là que la fille lui a demandé de l'argent, ce que j'ai fait. La police est venue me cueillir un jour après. Je n'ai jamais commis ces actes sur elle. L'avocat de la défense, maître Papse Nimboch, a sollicité l'acquittement de son client, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute. Il a toujours contesté, il a refusé ne jamais avoir reçu la décision sera rendue le 20 août prochain. En attendant d'être édifié sur son sort, Baba Dramé, qui croupit en prison depuis 3 ans, retourne dans sa cellule. L'actualité quotidienne montre combien la crise de la presse sénégalaise est en constante résonance. Depuis les événements qui se sont déroulés en mars 2021, juin 2024, on assiste à la dégringolade de la presse en passant par des actes violents sur des journalistes par les forces de l'ordre, des journalistes emprisonnés, de suspension des médias, la liberté de la presse bafouillée. Cette dernière nous avait valu une régression de la 49e à la 94e place au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Cette situation continue de perdurer et de faire des victimes au-delà des redressements fiscaux, des comptes bloqués, des directeurs de télé traînés devant la justice par leurs collaborateurs. On est arrivé à la disparition de certaines parutions. C'est le cas d'Estade et du Suñu-Lamb, deux quotidiens sportifs parmi les plus lus dans le pays. Estade et Suñu-Lamb ont suspendu leur parution après plus de 20 ans d'existence à cause de difficultés économiques, a annoncé leur éditeur le week-end dernier. Une situation qui risque de continuer si rien n'est fait selon la CAP. D'autres médias risquent de subir le même sort. À titre illustratif, Vox Populi, un journal très prisé, n'a pas apparu ces 2 derniers jours. Les acteurs du dit secteur ont très longtemps dénoncé les conditions précaires de travail. La CAP n'a pas manqué de dénoncer les pressions multiformes que subissent les médias de la part des nouvelles autorités. Contrôle fiscal, mise en demeure de paiement de redevances, résiliation et suspension des paiements des conventions commerciales par les structures publiques. La CAP reconnaît au moins que les nouvelles autorités ont trouvé certes une situation déplorable de l'espace médiatique, mais force est de constater que le nouveau régime n'a entamé ni consultation ni concertation afin de relancer la normalisation de ce secteur névralgique pour la démocratie. Quelle solution pour la survie de la presse sénégalaise? Sur l'international, c'est en solidarité avec le gouvernement et les peuples maliens que le Niger rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Dans une déclaration lue à la télévision nigérienne ce 6 juillet au soir, le colonel-major Amadou Abdramé, porte-parole du gouvernement, dénonce des actes d'agression caractérisés de la part de Kiev, synonyme selon lui de soutien au terrorisme international. Fin juillet, le rebelle du cadre stratégique permanent et le djihadiste du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont affirmé avoir tué des dizaines de soldats maliens et de paramilitaires russes de Wagner dans le nord du Mali après ces combats au cours desquels l'armée malienne a reconnu des pertes importantes dans les rangs. Le porte-parole des services de renseignement ukrainiens a affirmé que son pays avait fourni des informations utiles ayant permis des succès militaires contre les criminels de guerre russes, des propos que le porte-parole du gouvernement du Niger a qualifiés de subversifs et inacceptables. Il a également annoncé la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne et déplorer le silence de l'Union africaine. L'Ukraine a de son côté rejeté les accusations similaires du Mali et a regretté une rupture jugée précipitée. Et puis ressortissant pakistanien lié à Iran, Asif Merchant, a été arrêté aux États-Unis et est poursuivi pour projet de meurtre par tueur à gaz, a annoncé Merrick Gerland, le procureur général aux côtés du
du directeur du FBI Christopher Wray et du procureur général de Brooklyn à New York, interpellés le 12 juillet par des agents du FBI s'étant fait passer pour des tueurs à gages puis placés en détention, marchands travaillant pour d'autres à l'étranger et soupçonnés d'avoir planifié le meurtre de responsables gouvernementaux des États-Unis sur le sol américain, a accusé le procureur sans identifier les personnalités visées. Merrick Garland a écarté tout lien entre l'accusé et la tentative d'assassinat de l'ex-président Donald Trump le 13 juillet passé, après des rumeurs d'un complot de l'Iran. Ce Pakistanais de 46 ans a été arrêté juste avant de quitter les États-Unis et est considéré par Washington comme étroitement lié à l'Iran pour avoir une femme et des enfants à Téhéran. Il a une autre famille à Karachi au Pakistan. La représentation iranienne auprès des États-Unis, citée par l'agence officielle IRNA, a affirmé ce mardi dans la nuit que l'Iran n'avait reçu aucun rapport à ce sujet de la part des États-Unis. Il est clair que cette méthode est contraire à la politique du gouvernement iranien consistant à poursuivre le tueur de Soleimani, a-t-elle ajouté. Les affaires étrangères pakistaniennes ont annoncé être en contact avec Washington et attendre plus de détails, notamment sur les antécédents de l'individu en question. Et puis l'Iran, le Hamas et le Hezbollah libanais ont accusé Israël d'avoir assassiné Ismail Haniyeh, le chef politique du mouvement islamique palestinien, le 31 juillet à Téhéran, et promis de le venger. Mardi, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a promis une riposte contre Israël, quelles en soient les conséquences après cet assassinat, et celui du chef militaire du mouvement islamique libanais, Fouad Chokr, tué le 30 juillet dans une frappe israélienne près de Beyrouth. Le Hezbollah et l'Iran sont obligés de riposter, a déclaré Hassan Nasrallah dans un discours retransmis en direct. Le Hezbollah ripostera seul ou dans le cadre d'une réponse unifiée de l'Iran et ses alliés dans la région, a-t-il affirmé un peu plus tôt. Le sol à basse altitude de Beyrouth par des avions militaires israéliens qui ont franchi le mur du son a semé la panique dans la capitale libanaise. C'est ce climat tendu que la Hamas a désigné ce mardi à la tête du mouvement. Yahya Sinwar, un responsable du Hamas, a affirmé que sa désignation envoyait un message fort à Israël 10 mois après le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent menée par le mouvement palestinien sur le sol israélien le 7 octobre dernier. Rappelons que Yahya Sinwar était jusqu'à sa nomination le chef très charismatique du Hamas à Gaza, l'homme à abattre pour les Israéliens. À 61 ans, cet homme sec au regard noir représente l'aile la plus radicale au sein du mouvement islamique. Né dans le camp de réfugiés de Khan Younes, a grandi dans l'ombre de Cheikh Yassine, le fondateur du Hamas, organisation qu'il rejoint dès sa création. Il devient le chef d'une milice chargée de traquer les traîtres. Connu pour sa cruauté, il est surnommé le boucher de Khan Younes. Il connaît aussi très bien les Israéliens. Il a passé plus de 20 ans en prison en Israël et parle l'hébreu. Bienvenue en sport. Jeux olympiques 2024. Parlons du cas de Cheikh Tidiane Diouf. Il avait réussi l'exploit d'arriver à ce stade, mais Cheikh Tidiane Diouf ne verra pas la finale des 400 mètres aux Jeux olympiques de Paris. Malgré avoir battu le record national, le Sénégalais a été éliminé mardi après-midi à l'issue de demi-finales très relevées. Petite déception pour Cheikh Tidiane Diouf en jambes lundi lors des repêchages. Une nouveauté aux Jeux du 400 mètres. L'athlète sénégalais de 29 ans était éliminé mardi après-midi en demi-finale des Jeux olympiques Paris 2024. Placé dans une première demi-finale avec beaucoup d'outsiders, Diouf était condamné à sortir un très gros chrono pour espérer se frayer un chemin jusqu'en finale. Cheikh Tidiane Diouf pouvait encore croire à une qualification au temps avant la dernière demi-finale, mais ses espoirs sont restés vains puisqu'il a terminé 15e sur le classement général. En finale de ces 400 mètres ce mercredi soir, on retrouvera deux Africains. Il s'agit du Zambien Musala Samukonga qui a terminé à la deuxième place générale et du Nigérien Samuel Ogazi qualifié au temps. Restons toujours sur les eaux pour parler de taekwondo. Le début de journée aux Jeux olympiques de Paris est déjà très compliqué pour la délégation sénégalaise alors qu'il faisait son entrée en lice ce mercredi matin. Bokar Diop a cédé dès son premier combat. Le taekwondiste a été éliminé par Lev Kornev, un russe de 19
19 ans, qui défend les couleurs de la BI après l'interdiction des athlètes russes et biélorusses de participer au taekwondo engagé dans la catégorie des 58 kilos. Bokar Diop a été battu en 2 rounds. Il est vite apparu, dépassé par Kornev, très combatif et décochant les uppercuts avec rapidité. L'écart s'est creusé dès le premier round, remporte 6-3 par son adversaire. Le vice-champion d'Afrique en titre n'a pas réussi à s'en remettre malgré un sursaut d'orgueil notable et a donc concédé en 5-0 dans le second round. Et puis football pour terminer. L'Olympique de Marseille s'est récemment intéressé au profil du gardien de but de Clermont-Foot, Maurice Diaw, 31 ans, 1m97. Ce dernier aurait déjà donné son accord pour un éventuel transfert dans la cité phonécienne. Le club marseillais doit maintenant trouver un terrain d'entente avec Clermont afin de concrétiser cette opération. D'autres formations de Ligue 1 auraient également manifesté leur intérêt pour Maurice Diaw, qui semble correspondre aux critères recherchés par l'entraîneur Roberto De Zerbi. La venue de l'ancien joueur du PSG et de Lausanne permettrait à l'Olympique de Marseille de renforcer sa défense et de riposter d'un gardien de but supplémentaire capable de s'installer durablement dans les cages marseillaises.